Buongiorno moi amigo et bienvenue dans ce premier épisode de Time Between. Wow, tout doux, cowboy, tout doux. Bon, vu que Red veut visiblement pas vous expliquer le concept de Time Between, eh bien, c'est à moi de le faire. Lui, c'est Red. Voilà une semaine de cela, il est allé voir un film au cinéma. Il va vous présenter son avis à chaud, seulement quelques petites minutes après être sorti de la salle et muni uniquement d'une feuille de notes pour l'aider à réorganiser ses idées. Une semaine après, c'est à moi, Blue, de décortiquer le film à froid. Contrairement à Red, j'ai le droit de rechercher des infos sur le film. Dossier de production, interview, anecdotes de tournage. L'idée, c'est d'opposer les visions qu'on a d'un film quand on sort de la salle, qu'on est tout frais et tout innocent, et la vision qu'on en a après avoir réfléchi et surtout après s'être renseigné sur le film. Les cinéphiles opposent souvent ces deux manières d'analyser un film, alors... bien, tâchons de voir si ça se mélange bien. Aujourd'hui, on va donc parler de Piranha, de Claudio Giovanesi. Il s'agit d'un film italien traitant du phénomène des baby gangsters, des adolescents qui deviennent des porte-flingues de la mafia. Oui, donc pour cette première émission, on a décidé de partir sur la joie et sur l'insouciance. À toi, Red! Aujourd'hui, on va parler de Piranha, qui est un film qui a été sélectionné à pas mal de concours et notamment à l'Ours de Berlin, mais je laisse le soin des détails à la partie à froid. Ah d'accord, donc on refile directement le boulot aux copains. Eh bah c'est sympa, super. En effet, le film a participé au Festival de Berlin, qui en lieu et place de ces trucs qu'on offre au César, eux, ils donnent des ours en or. C'est métal ou bien? Piranha a quant à lui gagné l'ours d'argent du scénario. On reviendra sur ce prix plus tard, d'accord? Le scénariste Roberto Saviano est surtout connu en Italie pour avoir écrit Gomorra. C'est un livre qui tire à boulet rouge sur la mafia italienne et sur le monde politique qui la finance. Cependant, pour Piranha, Saviano a déclaré ne pas vouloir faire un Gomorra 2. Et le fait que ce soit Saviano qui ait proposé à Giovanesi de faire ce film est très intéressant. La série Gomorra, qui d'ailleurs dépasse en Italie l'audience de Game of Thrones, c'est pour vous dire le succès, a un style très millimétré et très efficace, mais qui des fois rend les personnages trop impressionnants, pas assez humains presque. Giovanesi, au contraire, filme avec un subtil mélange de sublimation de la réalité, tout en gardant un véritable respect pour le côté quotidien de ces personnages. Ce sont des personnages lambda, mais qu'il traite avec respect. Et ce respect passe avant tout par sa mise en scène. Déjà pour introduire le film, on a pas mal de grands angles pour présenter les quartiers, ce qui est plutôt pratique parce que ça permet de vite identifier la ville de Naples, que perso j'y suis jamais allé. Après par contre en termes de timing, les plans sont tous assez longs. Il y a finalement assez peu de cuts dans ce film, et du coup on sent qu'il y a pas mal de place laissée à l'improvisation. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que les acteurs ils ont eu le temps de faire vivre la scène avant d'entendre le cut. C'est-à-dire que je pense que le réalisateur a laissé pas mal de place au niveau artistique à ces acteurs, notamment parce qu'ils sont très jeunes. Donc du coup je pense que pour arriver à un rendu très aussi réaliste, il a dû leur laisser beaucoup de temps pour jouer un peu tout seul avant de les filmer. Donc peut-être même que la caméra débarquait un petit peu sans qu'ils soient trop au courant, ils les prenaient au milieu d'une intro. Enfin bon, en tout cas ça donne un rendu sacrément intéressant, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans les banlieues italiennes de Naples. Ensuite, au niveau mise en scène, toutes les lumières sont naturelles, c'est-à-dire que un petit peu comme ici, tout est éclairé au soleil ou alors à la lampe, ce qui du coup donne des éclairages pas bien valorisants, que quand ils sont éclairés par une lumière au plafond, par un vieux plafonnier, du coup les visages sont tout blafards, tout tristounes. L'étalonnage rattrape un petit peu ça, mais à mon avis c'est volontaire, c'est-à-dire que ça donne vraiment un côté quotidien. Ce qui renforce un petit peu cet effet, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gros plans. C'est-à-dire qu'on va souvent filmer les acteurs vraiment comme ça, quoi. C'est... What? Putain, mais c'est fou, tout le monde court. Par contre, ce qui casse un petit peu ce côté réaliste, etc., c'est que contrairement à Ken Loach, qui va utiliser des objectifs, en gros, entre le 35 et le 50, pour être assez proche de la vision d'un œil humain, ce film utilise pas mal d'objectifs, à mon avis, entre du 80 et peut-être même du 120 mm, parce que vraiment des fois il y a du flou d'arrière-plan très vénère. Du coup ça distord pas mal le côté quotidien, parce que dans la vraie vie le flou d'arrière-plan on en a quand même assez rarement. Donc ça esthétise quand même le film là où on l'attend pas forcément. Ce qui fait que pour capter un flou d'arrière-plan comme ça, ils ont dû être assez précis avec les acteurs, alors qu'on sent qu'ils sont assez libres dans leurs gestes. On sent que quand l'acteur dépasse le cadre, si la prise est bonne et que l'émotion est juste, alors les acteurs ne faut pas forcément leur demander de le refaire, ce qui est plutôt agréable, parce qu'on sent vraiment les acteurs libres dans une mise en scène qui pourtant est assez exigeante.
Je vous ai d'ailleurs trouvé un petit extrait d'interview où on comprend bien l'intention artistique de Claudio derrière ce film. On voulait des jeunes avec un visage innocent et qui savent jouer, mais qui aussi connaissaient le contexte, c'est-à-dire qui, sans être des criminels, ont une proximité avec la mafia. D'ailleurs, sur le tournage, je leur demandais tout le temps « Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation ?» On a tourné les séquences dans l'ordre chronologique, et je donnais le scénario aux acteurs petit à petit. Cela leur a permis de vivre l'histoire. Un film, ça coûte très cher. Et ce qui coûte le plus cher, c'est le temps. Le fait que Giovanesi ait pris le temps de trouver et de coacher ces jeunes acteurs dans un film où le jeu est aussi poussé que dans Piranha, vu l'économie actuelle du cinéma, ça force le respect. Ensuite, en termes de mise en scène hors du cadrage et du fait des acteurs, il y a pas mal de... Ça, c'est un gimmick que j'aime beaucoup, c'est les plans miroirs. Par exemple, il y a une scène où le héros amène des ballons à sa copine, et du coup, il descend une rue avec ses ballons attachés à son scooter et à ceux de ses amis. Et du coup, cette rue, elle va revenir plus tard, mais pour un élément vachement plus négatif, sans vouloir spoiler. Du coup, le premier plan avec ses ballons, il est littéralement enfermé dans le bonheur. C'est-à-dire qu'à ce stade-là du film, tout va bien pour lui, et du coup, il est tranquille avec ses ballons, quoi. Et alors qu'à la fin, il est entouré de mauvaises nouvelles, et c'est à peu près le même cadrage dans la même rue. Donc un joli effet miroir sur ce plan-là. Il y a une super scène aussi, en fait, qui correspond un petit peu à l'apogée du film, où en fait le héros commence le plan entouré de ses amis, il célèbre une victoire criminelle, mais ça finit avec lui tout seul qui les regarde danser. Donc du coup, le plan est assez clair. C'est-à-dire qu'il a plein d'amis, il a plein de gens qui l'entourent, mais il finit tout seul. C'est une belle manière en fait d'annoncer ce qui va arriver au héros, avant même que ça arrive. Ce film est donc un mélange de styles visuels assez intéressant, puisque d'un côté on a un réalisme assez poussé, et de l'autre, on n'arrête pas de sublimer les rêves de gosse de ces héros, ce qui permet de rentrer presque immédiatement dans leur univers. Quand l'équipe est en train de tourner dans un appart pourri des banlieues de Naples, ça se sent qu'ils sont pas allés tourner dans un studio de cinéma ou qu'ils ont pas pris un studio de 800 mètres carrés pour faire passer la caméra comme dans tous les films américains. Mais dans un art narratif, comprendre les échelles de valeur d'un personnage, c'est pas suffisant. Il faut soit y adhérer émotionnellement, les salauds, ils ont tué la mère de Tarzan, soit, avoir suffisamment de recul pour se dire que c'est un anti-héros. Alors il est sympa dans Watchmen, Rorschach, mais est-ce que quelqu'un a noté quand même qu'il défend la torture toutes les 2 pages, hein? Non? Et dans le cas de Piranha... Bon, maintenant qu'on en a fini avec la mise en scène, on va pouvoir passer au scénario. Et c'est là je trouve que le bas blesse un petit peu, parce que Piranha c'est une histoire de mafia qui est finalement assez classique. Tout simplement parce que c'est du rise and fall. Du coup, c'est un peu 99% des scénarios de films de gangsters. Et du coup, tout est super prévisible. C'est vraiment dommage parce qu'il y a un effort à porter pour qu'on soit attaché à tous les personnages, même les personnages d'arrière-plan. Je suis complètement nul pour retenir des noms, encore plus des noms italiens, mais vraiment, je me souviens de toute leur tête et je me souviens de leur action dans le film et que j'avais envie de savoir un petit peu ce qu'ils allaient devenir, ces gus. Et puis en plus d'un scénario qui est un peu classique, il y a le problème que les intentions du héros sont pas super claires dès le départ. Alors avant de laisser Red parler plus en avant du scénario, quelques éléments de contexte. Roberto Saviano, le scénariste, est un héros. Point. Il a passé des années à recueillir des témoignages, des comptes rendus de procès, des données statistiques, tout ça pour écrire Gomorrah. Gomorrah qui est la plus brûlante des non-fiction novels. La non-fiction novel, c'est un style littéraire qui prend des personnages fictifs, totalement inventés par l'auteur, mais qui se place dans un contexte qui, lui, est extrêmement documenté. Il faut savoir que juste après l'apparition du livre, Roberto Saviano a été menacé par la mafia, la Gomorrah, de mort. Lui et sa famille. Et suite à ces menaces de mort, il a été placé sous protection policière depuis 2007. Et quand Matteo Salvini, grosso modo c'est le Castaner d'Italie, menace de lui retirer sa protection policière parce que Roberto est pas super fan de sa politique migratoire, et regardez la réponse de Roberto. Salvini ha come nemici gli immigrati, ha come nemici le persone del Sud Italia, insultate un attimo prima di andare invece a chiedergli i voti, ha come nemici i Rom. Sono felice di essere tra i suoi nemici. Sono felice di essere sommato tra gli ultimi che odia e su cui fa propaganda politica, teatro, senza dare alcuna vera risposta. E quindi, credi che possa avere paura di te? Buffone. C'est métal ou bien? Mais là, cher Roberto, ton scénario a quelques lacunes. Au final, quand le film se termine, on comprend un petit peu où il voulait en venir, mais au début c'est pas très clair, notamment parce qu'il joue un double jeu, encore une fois pas de spoil, mais il va essayer d'avoir différents réseaux, tout en mentant à certains de ces réseaux, sans forcément que ça lui rapporte immédiatement. Donc,
Donc c'est un crétin, c'est-à-dire qu'il se met à dos des clans mafieux ultra puissants, mais il s'en sort. C'est-à-dire que toute la phase d'apogée du scénario est un petit peu forcée, c'est-à-dire qu'il arrive à tenir tête à des mafieux très implantés, à tenir plus ou moins tête à la police, sans être particulièrement discret non plus. Il y a un moment où ça devient quand même très étrange qu'ils en sortent à chaque fois. Finalement, les envies de ce gamin sont assez naïves, et c'est ce qui le rend d'une part attachant, parce qu'on le voit imaginer devenir Al Capone, alors qu'en vrai, son réseau, il s'étend à 2 pâtés de maison, quoi, c'est pas immense non plus. Mais c'est du coup ce qui rend son apogée un peu difficile à croire. Et le problème, c'est qu'on comprend pas trop, je trouve, pourquoi il pense à la criminalité immédiatement. C'est-à-dire que c'est un gamin qui veut globalement que sa mère arrête de se faire emmerder par les mafieux du coin, et qui, plus généralement, il veut que son quartier aille mieux. Mais voilà, c'est que ça manque un petit peu d'origine du mal, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on comprend pas trop qu'est-ce qui le pousse à cette conclusion qu'il faut aller dans la criminalité pour sauver son quartier et sa mère. C'est-à-dire que même les gosses, quand ils trouvent des armes, quand ils trouvent des machins, leur premier réflexe, c'est de se marrer avec. Alors, je crois que je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur film pour appliquer le concept de Type Between dès la première émission. Ce que dit Red, cette réaction à chaud, c'est pas possible, pas des enfants. Eh ben, à mon avis, c'est très proche de ce qu'a été la réaction du peuple italien lors des premiers procès des baby gangsters. Pas nos enfants, mon fils est quelqu'un de respectable, ma fille serait incapable de faire ça, nos enfants rêvent de jolis scooters et pas de Kalachnikov. D'après l'Observatoire de l'enfance et de l'adolescence, en Italie, il y a près de 6,5% des moins de 20 ans qui font partie d'un baby gang en 2018. Ce qu'explique Saviano, c'est que ces gamins, toute leur vie, ils ont vu leurs parents trimer pour des salaires de merde, et ils sont quand même forcés de déménager parce que le loyer est trop haut en centre-ville. Les plans de caméra serrés, ça aide à être proche émotionnellement d'un personnage, oui, mais dans ce film, ça sert aussi à montrer la promiscuité forcée qu'il doit vivre tous les jours. Il y a une scène par exemple où on les voit se coiffer à 8 dans une salle de bain, et la scène d'après, ils ont pas assez d'argent pour s'acheter un kebab. En écrivant cette partie à froid, non seulement j'ai lu des interviews des équipes du film, mais j'ai aussi regardé des études sur ce phénomène des baby gangsters, et c'est un phénomène assez neuf, donc assez mal documenté. Voyons ce que Red a à dire à cela. Et encore pire, il n'y a aucun contre-pouvoir. C'est-à-dire que par une fois on voit un prof, par une fois on voit un cours, a priori déscolarisé, mais le film ne parle pas trop de ce contexte-là. Pareil, la mère du héros, c'est clairement the worst mom ever, c'est-à-dire que le gamin ramène de l'argent à plus savoir quoi en foutre, il achète 12 000 € de matos pour le salon de sa mère, et elle se pose pas trop de questions. Il y a un plan où on suppose qu'elle comprend ce qui se passe, mais elle agit pas du tout. La mère est vraiment un non personnel, c'est très étrange comme choix. Là encore, c'est une réaction assez normale. Que fait la société ? Pietro Zoccolani, un sociologue italien, a expliqué dans une interview que le temps de travail en Italie avait augmenté. Ce qui fait que les parents, ils doivent travailler les week-ends. Donc les enfants restent tout seuls avec un accès non contrôlé à internet pendant tout le week-end. Et puis pour l'école, c'est la même qu'en France, coupe de budget, dépression endémique, 40 élèves par classe. Donc si ce film ne montre pas de contre-pouvoir, que ce soit le corps professoral ou les parents, c'est en fait tout simplement que ces contre-pouvoirs sont assez absents dans ces milieux-là. En revanche, là où je vais porter secours à mon ami du passé, c'est que le film n'explique pas trop cette situation. La mère a effectivement un temps d'écran qui est très faible, donc ça singe un petit peu l'absence d'un parent. Mais ça nous la fait pas ressentir. L'acte 1 du film manque cruellement de scènes où on ressent la détresse de sa situation. Des scènes où, je sais pas, il pourrait aider son petit frère à faire ses devoirs parce que sa mère est partie bosser, remplacer sa mère au boulot parce qu'elle a plusieurs travails donc elle peut pas tout cumuler, faire la lessive pour toute la famille, enfin bref. En impliquant immédiatement le spectateur dans le contexte de son récit, le film gagne en dynamisme, mais il perd beaucoup en clarté et en exposition. Et à la fin, au générique, il y a une mention qui dit que l'histoire est inspirée de faits réels, mais étant un film, ne pourrait être confondue avec une histoire vraie. Du coup, ça veut tout et rien dire. Et le problème, c'est que les deux conclusions qu'on peut en tirer de ce panneau de générique de fin sont un peu une chose et son exact contraire. C'est-à-dire que si c'est une histoire vraie, si le film a voulu raconter une histoire vraie, dans ce cas-là, ça manque de contexte. C'est-à-dire que pour qu'un film inspiré d'une histoire vraie marche, il faut le romancer pour s'attacher au personnage et pour se dire « Bon, c'est un connard, mais d'un autre côté, je comprends pourquoi il le fait. » Et si c'est faux, c'est-à-dire que l'histoire est entièrement fictionnelle et que c'est inspiré de faits réels, mais pas vraiment, dans ce cas-là, c'est un délire anti-ouvrier assez chaud. C'est-à-dire qu'on parle d'une bande de gosses qui vont devenir des criminels sans que personne ne les en empêche, ni à l'intérieur de ce groupe d'amis, ni dans la société autour. Enfin, c'est une vision qui est ultra nihiliste.
Et ce qui à mon sens résout cette question, c'est une scène où le gamin amène sa copine voir de l'opéra. Ah ben voilà, on va cadrer l'eau, c'est joli. Mais du coup, ce gamin à l'opéra, c'est clairement de l'imitation de classe. C'est-à-dire qu'en fait, il pense que pour faire bien, pour impressionner la nana notamment, il faut avoir des goûts de bourgeois. Et là, le film prend une dimension qui est plus intéressante. C'est-à-dire que du coup, d'un coup, ça devient une fable sociale de gamins qui, pour ressembler à leur modèle, qui portent des montres en or, qui ont des meubles en ivoire, parce qu'il y a pas mal de scènes où les gamins fantasment sur trucs comme ça. Ils ont des jolis scooters, ils ont des belles nanas, ils se tapent des putes, ils prennent de la coke. Mais tu vas arrêter cette énumération, espèce de crétin? T'es dans un espace public! Bah, du coup, vu que c'est leur modèle, ils les imitent. Et du coup, le film devient une espèce de course aux enfers à imiter des gens qui sont pas eux. C'est-à-dire que ces gens-là, les vrais mafieux, ils mettent des cailloux au sol pour que je me pète la gueule. Scandale. Les vrais mafieux, c'est des gens riches, c'est des grandes familles, etc. Et du coup, ces gamins, ils viennent pas de ces familles-là, donc ils les regardent avec un petit peu d'admiration. Donc j'espère vraiment que c'est cette vision-là du film qui prime, parce que sinon c'est un peu glauque. C'est-à-dire qu'on suit des gamins à s'enfoncer dans l'enfer sans vision et sans vrai recul du film par rapport à ça. Alors, résumons. Au regard de leur travail et de leur engagement, il est clair que ni Roberto ni Claudio ne voulaient faire un film dont la morale serait « Ah là là, ces jeunes délinquants ». Un film avec un message aussi réac n'aurait pas fait un tiers de ses entrées à Naples. En Italie, le message est clair dans le film. Ce sont les enfants, les victimes, qui ont été amenés à de pareils extrêmes par la mafia et les politiciens. Mais en France, le message passe vachement moins bien. Je pense que ce serait un petit peu comme montrer En guerre de Stéphane Brisé à un Italien. Il pourrait comprendre globalement le film, mais il aurait du mal à le remettre en contexte. Bref, un film nécessaire, mais qui je pense aura du mal à sortir son message de ses frontières. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça a été plaisant pour vous. J'espère que l'autre vous a pas trop emmerdé, non parce que t'es relou quand même, tu parles toujours de trucs là, enfin... Mais va faire des bébés avec des... Enfin bref, si cette chronique vous a plu et que vous souhaitez en voir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Il y a le petit pouce bleu qui marche bien. Il y a aussi de partager la vidéo, on ne le répétera jamais, c'est important. Et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne Crimson Sky Pictures. Mettez la petite cloche, comme ça vous pourrez être au courant en temps réel de ce que je suis en train de faire. Et puis bon, tout ce qui me reste à dire, c'est arrivederci. Je jure d'empêcher Red de parler italien à nouveau, et ce par tous les moyens possibles. Mais enfin, je suis quand même séparé de lui par le pouvoir de l'espace-temps, donc vous faites pas d'effet. Allez, on se revoit très vite pour un prochain épisode de Time Between, et d'ici là, see you!